Awadou Melo, on dit Awadou Melo a écrit lettre à Babo. Ah, les RD en ont fait le chou gras. Ça parle ici. Awadou Melo est sorti dans le dos. Awadou Melo est sorti dans comme si. C'est rentré ici. Bon, on a écouté. On a vérifié. Effectivement, Awadou Melo a écrit à Babo. Il a écrit à Babo. Il n'y a pas de doute. Il a écrit à Babo. Mais, ce que Danon Djedje a dit là, c'est la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi ce que Danon Djedje a dit, c'est la vérité. Et ce qui s'est passé réellement, pour que l'opinion soit éclairée. Pour que les Ivoiriens là, ils comprennent ce qui se passe. Voilà. Je crois que c'était le dimanche 31 juin, 30 ou 31 juin. Là. Juin c'est 30 jours, non? Juin c'est 30, je pense. C'était le dimanche 30, je pense. En tout cas, c'était un dimanche avant la fin du mois de juin. Awadou Melo avait déjà écrit au président Laurent Gbagbo. Et après, il a demandé à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Il a écrit directement au cabinet du président. Directement au cabinet du président. Il n'est pas passé par la voie normale du parti. C'est-à-dire saisir la direction du parti, soit le CSP ou comment on appelle ça, ou la présidence exécutive, c'est-à-dire Danon Djedje ou bien Katina, ou bien, il n'est pas passé par là-bas. Il est passé directement par le président. Donc, Danon Djedje a raison de dire que lui, il n'a pas été saisi et que le parti n'a pas été régulièrement saisi. Le parti n'a pas pris connaissance de cette lettre. Danon Djedje a raison de le dire, puisque la voie régulière du parti n'a pas été empruntée par Awadou Melo pour adresser la lettre au président. Donc Awadou Melo a envoyé la lettre directement au président. Donc le président a pris la lettre, il a lu la lettre. Le président a pris connaissance de la lettre. Lettre que vous avez vue là sur les réseaux là. Le président a pris connaissance de la lettre. Awadou Melo a fait une demande d'audience pour voir le président le dimanche. Donc, Awadou Melo est arrivé chez le président. Il est parti aux environs de 13 h. Il a quitté là-bas aux environs de 16 h. Est-ce que lui et puis le président ont parlé? Il ne peut pas, comment on appelle ça, donner ici une réponse claire à cette question-là. Est-ce que lui et puis le président ont parlé? Je ne peux pas vous donner une réponse. Mais dans peut-être une autre vidéo, je vais vous donner une réponse. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour frapper. On est là pour éclairer la lanterne de tout le monde. Donc, le président prend la lettre. Il fait passer la lettre maintenant dans le circuit normal du parti. Vous comprenez? Puisque c'est une lettre qui contient des propositions pour le parti. C'est les idées de Awadou Melo qu'il a écrites pour donner au président. Or, le président, il a créé un parti démocratique. Ce n'est pas un parti dictatorial comme le RADP. Nous, chez nous, c'est la démocratie. Il y a des instances du parti. Chaque organe du parti est chargé d'une mission claire, à sa tâche claire dans le parti. Donc, cette tâche-là, d'étudier les stratégies, d'étudier les idées, cette tâche-là appartient au CSP. Vous comprenez? L'instance que Katina connaît gère là, la tâche-là appartient à cette instance. Vous comprenez? Le comité stratégique et politique. Donc, c'est Katina et puis les Picasso là
qui sont chargés d'étudier et d'élaborer les stratégies politiques de notre parti. Donc quand une idée est émise par un cadre, il s'adresse à Katina ou au CSP, soit Katina, soit Picasso ou d'autres personnes. Moi-même, quand j'ai une idée, je m'adresse à eux. C'est comme ça que ça se passe. Donc le président fait passer maintenant la lettre dans ce circuit normal. Il envoie la lettre à Katina. C'est-à-dire, il appelle Katina et il lui remet la lettre. Allez-y étudier, mais prenez Domelo avec vous pour qu'il puisse mieux vous expliquer le fond de sa pensée. Comme c'est lui qui a écrit la lettre, comme c'est son idée, pour qu'il puisse défendre son idée. Appelez-le, il va discuter avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, jusque-là, le président, il a fait ce qu'il fallait faire en tant que président du parti. C'est ainsi que Awa Domelo est contacté par Katina Kone. Il appelle, Katina réunit très rapidement le CSP et il discute. Il discute. Dans la lettre, qu'est-ce que Awa Domelo demande? Awa Domelo demande 2 ou 3 candidatures de précaution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein du PPACI, en plus de la candidature du président Gbagbo, qu'on prenne 2 ou 3 cadres qui vont aussi être candidats. Comme on est dans la période des dépôts de candidatures, c'est-à-dire que les dépôts de candidatures finissent jusqu'en fin août. Le 26 août, les dépôts de candidatures finissent. Donc, Awa Domelo demande à ce que d'ici le 26 août, il faut que déjà au moins 2 ou 3 cadres du PPACI déposent leur candidature ou en tout cas entament les démarches pour pouvoir être dans les conditions de déposer leur candidature. C'est-à-dire que le parrainage et puis tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez ça? Donc, il soumet ça au Katina là. Les Katina réfléchissent et ils disent que ça là, ça va créer une cacophonie sans précédent dans le parti. De 2, ça va toucher le moral de la troupe, de notre troupe sur le terrain. Je dirais des troupes sur le terrain. Vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas une bonne idée. Dans la mesure où, si il y a 3 personnes, il y a 3 personnalités qui se portent candidats, en plus du président Gbagbo, ça fait 4. Si la candidature du président Gbagbo est acceptée, et à coup sûr ça sera accepté, est-ce que c'est sûr que les 3 personnalités là vont se retirer de la course? Première question. Deuxième question, si, je dirais, par extraordinaire, la candidature du président n'est pas acceptée, attendez, je vais te le voir. Si par extraordinaire, la candidature du président n'est pas acceptée, comment faire pour choisir le cheval gagnant parmi les 3 personnalités qui seraient déjà candidats? Comment faire pour choisir? Il y a un problème. On ne peut pas choisir. Puisque, bon, je prends un exemple. Awa Domelo est candidat. Katina est candidat. Hubert Oulaye est candidat. Ou Damana Picasso est candidat. Ou Sevan Kipri est candidat. On prend 3 personnes. Les 3 sont candidats. Bon, la candidature du président n'a pas été acceptée. Je touche du bois encore. La candidature du président n'est pas acceptée. Est-ce qu'on va prendre Katina pour laisser Domelo et puis Sevan Kipri? Ou bien on va prendre Domelo pour laisser Damana Picasso et puis Hubert Oulaye? Hein? Ou bien on va prendre Hubert Oulaye pour laisser Asso Adou et puis l'autre là? Comment on s'en sort? Donc le CSP
a rejeté son idée. Même moi, je rejette ça. Même moi, je rejette cette idée. Parce que ça, c'est pas une idée, ça. Non seulement c'est une idée qui fait, je dirais, qui frise la lâcheté. Excusez-moi, hein, je m'excuse auprès du ministre si ça le vexe. Mais en tout cas, pour être véridique, c'est une idée qui frise la lâcheté. La démission face au combat. Le déshonneur. C'est-à-dire que, chers camarades d'Afrique, ça frise la démission vis-à-vis du combat. Et ça ramène à l'acceptation de l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'idée n'est même pas bonne. Si c'est moi-même d'un revers de la main, je rejette ça. Vous comprenez? Ça va créer, voilà, comme le gars vient de le dire là, les bails là, ça va créer un désordre total, une cacophonie sans précédent dans le parti. Donc, pour éviter ça, cette idée-là, on la met de côté. On la met totalement de côté. Mais, j'apprends que le ministre, il veut créer un mouvement pour créer un parti. J'apprends ça. C'est pas encore sûr, hein, mais j'apprends. Et puis, c'est que, connaissant notre parti, connaissant la discipline, qui est une culture fondamentale de notre parti. Comment ça se fait que une lettre qui est confidentielle se retrouve dans des presses RADP? Comment ça a fuité? Et puis le ministre lui-même, contacté par RFI, il confirme que la lettre vient de lui. Ça veut dire que la fuite de la lettre est venue du côté du ministre. Ça là, c'est fait entorse à la déontologie politique, non seulement, mais c'est fait entorse au texte du parti, et c'est un faux signe que le ministre est en train de faire vis-à-vis de la ligne de notre parti, vis-à-vis comment on appelle ça, de la position de notre parti. Ça là, on n'accepte pas ça. Nous n'acceptons pas ça. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, je n'accepte pas ça. Parce que Laurent Gbagbo, déjà il faut que les gens comprennent une chose. La candidature de Laurent Gbagbo là, ce n'est pas une candidature banale. Ce n'est pas une candidature banale. C'est d'abord un défi pour nous, les pro-Gbagbo. La candidature de Gbagbo là, c'est d'abord un défi pour nous les pro-Gbagbo et pour tous les panafricanistes du monde qui ont été choqués par la brutalité démoniaque de la France, par la barbarie de la France vis-à-vis de Laurent Gbagbo. C'est un défi. Nous voulons refaire ce que la France a défait. Nous voulons montrer à la France que, avec la détermination du peuple au menu, nous pouvons réinstaller Gbagbo qu'ils ont enlevé. D'abord, c'est ça le défi déjà. Au-delà de ça, nous là, c'est Gbagbo on connaît.
comme panafricanistes pur sang. Nous, c'est Gbagbo là. C'est en Gbagbo nous avons confiance. C'est en Gbagbo nous avons confiance. Voici au Sénégal, affaire de plan B là, ils sont en train de se disputer. Nous, c'est en Gbagbo nous avons confiance. C'est Gbagbo qui peut libérer le pays là. C'est en lui nous avons confiance. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça là qui est la réalité. C'est ça là qui est la vérité. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Mais moi, je voudrais donner un conseil au ministre que j'apprécie beaucoup. Awado Melo, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Moi, je ne le cache pas. J'apprécie Awado Melo beaucoup. Mais, monsieur le ministre, si vous écoutez les chuchotements de Satan, parce que je ne dirais pas les conseillers, je ne dirais pas vos conseillers, les chuchotements de Satan dans vos oreilles, ceux qui vous disent que vous êtes trop arrivés et que vous pouvez évincer Gbagbo. Si vous les écoutez là, vous allez connaître la honte de votre vie. Votre vie politique là, la honte que vous n'avez jamais vue, vous allez voir ça. C'est parce que moi je ne suis pas égocentrique. C'est parce que je ne suis pas égocentrique. Tapotez les gars, tapotez. C'est parce que je ne suis pas égocentrique. Sinon, en réalité, là, l'action que vous êtes en train de poser, là, et que je suis sûr que cette action va vous amener à la perdition, là. Nous, ça nous arrange. Nous, les jeunes leaders, là, ça nous arrange. Parce que quand vous vous dégagez, nous, on prend vos places. Quand vous quittez, là, nous, on prend vos places. Parce que nous aussi, là, on va arriver au sommet, hein. Voilà, on va arriver au sommet, on fait nos classes petit à petit, on va arriver au sommet. Mais quand vous déraillez là, ça nous arrange. Ça nous permet de gravir rapidement les échelons. Quand vous déraillez, ça nous arrange. Parce que à coup sûr, vous serez dans les oubliettes. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne regardent pas l'exemple. Ne prennent pas l'exemple sur les gens. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne regardent pas la réalité. Ils ne se fient pas à la réalité. Qui pouvait, face à Marou Koulibaly, de 2000 à 2010, qui pouvait, tout le monde se disait que Marou Koulibaly était le dauphin naturel de Gbagbo. Tout le monde le disait. Du point de vue présidentiel. Du point de vue présidentiel, tout le monde se disait que Marou Koulibaly était le numéro 2. C'est qu'après Gbagbo, c'est lui. Et Gbagbo l'avait mis à ce poste. Gbagbo l'avait mis à ce poste. Président de l'Assemblée nationale. Après Gbagbo, c'est lui. Si Gbagbo est empêché, c'est lui qui prend le pouvoir. Il était le numéro 2 naturel. Avec tout le respect que je dois au ministre Marou Koulibaly et président de l'Assemblée nationale, Marou Koulibaly, avec tout le respect que je lui dois, mais il est où aujourd'hui? Quand il s'est affranchi de Gbagbo, où est-il aujourd'hui? Il est où? Même son propre parti, on lui a arraché son parti. Et d'ailleurs, il a démissionné de la scène politique. Il dit qu'il n'est plus politique. Il ne fait plus politique. Il a pu s'arrêter de politique. Maintenant, il est technocrate au service de l'Afrique. Dieu merci. Mais, politiquement, en Côte d'Ivoire, dans les oubliettes, placardé, direct. Parce qu'il s'est affranchi de Gbagbo. Deuxièmement, Afin N'Guessan. Avec tout le respect que je dois au ministre Afin N'Guessan, au premier ministre Afin N'Guessan, mais quand il s'est affranchi de Gbagbo et qu'il est parti au RDP, aujourd'hui là,
Où est Affinissant? Même chez lui, il a perdu sa région. Il a perdu sa propre région. C'est-à-dire que le RHDP lui a tout pris. Monsieur le ministre Awa Domelo, vous-même, vous étiez parti du camp Gbagbo en 95 à cause du Front commun, RDR, FPI. Vous étiez parti. Qui vous a suivi? Après, vous êtes revenu. Le président vous a ouvert les bras. Et vous voulez partir encore. En tout cas, c'est pas encore sûr, mais les rumeurs courent, faisant état d'une velléité insistante de votre part de créer un mouvement pour aller à l'assaut du pouvoir contre nous, contre le PPAC. C'est votre droit, monsieur le ministre. C'est votre droit. Mais, laissez-moi vous dire que ceux qui ont blagué Bleu Goûté en 2015 pour muter son COJEP, mouvement de société civile en parti politique là, les mêmes genres de personnes là, ce sont eux qui vous suivent aujourd'hui et qui vous chuchotent à l'oreille, tels des suppôts de Satan, qui vous chuchotent à l'oreille pour dire que vous êtes arrivé. Vous n'êtes arrivé nulle part. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Par rapport à Gbagbo, vous n'êtes arrivé nulle part. Côte d'Ivoire, juillet 2025. À 15 mois d'une élection présidentielle décisive, une onde de choc secoue l'un des partis majeurs de l'opposition, le PPACI. Une lettre interne, signée par Awa Donmelo, vice-président du parti, alimente toutes les polémiques. Il y suggère ce que personne n'avait osé dire à haute voix. Et si Laurent Gbagbo ne pouvait pas être candidat en 2025? Et s'il fallait préparer un plan B? Depuis, la tension est montée. Démentis, aveux, attaques personnelles, le débat enfle. Mais derrière cette affaire, une question cruciale se pose. Le PPACI est-il en train de se fissurer de l'intérieur? Le contexte politique. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, fondé en 2021 par Laurent Gbagbo, a rapidement gagné du terrain sur la scène politique ivoirienne. Fort de l'aura de son fondateur, il est devenu un pôle d'attraction pour les militants de gauche, les souverainistes africains et les anciens du FPI. En mars 2024, lors d'un comité central à Daoukro, le PPACI désigne Laurent Gbagbo comme son candidat officiel pour la présidentielle de 2025. Cette désignation est confirmée par une convention nationale en mai. Mais voilà, en toile de fond, l'incertitude juridique persiste. Gbagbo est toujours radié des listes électorales suite à sa condamnation dans l'affaire du CAS de la BCEAO. Le camp Gbagbo juge cette condamnation injuste et politiquement motivée. Mais juridiquement, elle pourrait suffire à l'écarter du scrutin. L'affaire de la lettre d'Awa Donmelo. Début juillet 2025, une lettre confidentielle circule sur les réseaux. Elle est signée Awa Donmelo, ancien ministre, intellectuel respecté et vice-président du PPACI. Dans cette lettre adressée directement à Laurent Gbagbo, Donmelo propose une stratégie de repli, prévoir une équipe alternative avec 2 ou 3 autres candidats potentiels au cas où la candidature de Gbagbo serait invalidée. La bombe est lâchée. Officiellement, le parti nie tout. Dans un communiqué, le PPACI parle de fake news, de manipulation, de tentatives de division orchestrées par le camp adverse. Mais très vite, le récit officiel s'écroule. Awa Donmelo confirme lui-même avoir écrit la lettre sur les antennes de Radio France Internationale. Pour lui, ce n'est ni un acte de trahison, ni une manœuvre. C'est un devoir de franchise. Ce revirement provoque une véritable onde de choc. Dans les cercles proches de Gbagbo, certains crient à la trahison. Sur les réseaux sociaux, les militants les plus fervents dénoncent une tentative de déstabilisation de l'intérieur. Certains demandent même la suspension de Donmelo du bureau exécutif. Mais cette affaire révèle surtout une chose, le ver était déjà dans le fruit. Des désaccords existaient. La lettre n'a fait que les exposer au grand jour.
Plusieurs cadres du parti, en privé, reconnaissent que la question d'un plan B se pose. Mais ils estiment qu'elle aurait dû être traitée en interne, dans la discrétion, pas dans une lettre dont l'existence finirait par fuiter. Un parti autour d'un seul homme? Le cœur du problème, c'est peut-être cela. Le PPACI est-il capable d'exister sans Laurent Gbagbo? Depuis sa création, le parti est centré sur sa figure fondatrice. Mais près de 80 ans en 2025, Gbagbo ne peut pas éternellement porter seul le poids du combat politique. Or, jusqu'ici, aucune figure alternative ne semble émerger clairement. La lettre de Don Melo, en ce sens, pose une vraie question stratégique. Que faire si Gbagbo est juridiquement empêché de se présenter? Le parti risque-t-il un vide de leadership brutal? À cette question, certains dans le parti répondent « Non, nous avons des leaders capables ». Mais dans les faits, personne n'a été testé au suffrage, personne n'a reçu l'onction du chef. Alors, va-t-on vers une implosion du PPACI? Les éléments d'alerte sont là, un conflit entre transparence interne et ligne officielle. Des accusations publiques contraintes aux dirigeants du parti. Des divisions idéologiques profondes entre les réformistes et les gardiens du temple. Mais tout n'est pas perdu. Le PPACI peut aussi tirer parti de cette crise pour se transformer. Si le parti ouvre un vrai débat démocratique en interne, s'il accepte la diversité des opinions, s'il prépare sérieusement l'alternative, il peut en ressortir plus fort. Awa Don Melo, malgré les critiques, a peut-être mis le doigt là où ça fait mal, mais c'est peut-être aussi ce qu'il fallait pour sauver l'avenir du parti. La lettre d'Awa Don Melo n'est pas un simple fait divers politique. Elle nous rappelle que tout grand parti doit penser sa succession, son avenir, au-delà des hommes et des héros. Le PPACI saura-t-il relever ce défi? Gbagbo saura-t-il écouter les voix divergentes au sein de sa propre maison politique? Et surtout, la base militante acceptera-t-elle un changement de cap, si nécessaire? L'histoire politique ivoirienne est riche en surprises. Et ce feuilleton, lui, ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez nos analyses politiques, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité ivoirienne et africaine.